Pas grand-chose pour décrire ce que je ressentais. Il n'y avait pas grand-chose pour décrire ce que je ressentais. L'impression de courir dans le vide, l'impression d'être seul, couché sur mon lit. Il n'y avait pas grand mot, pas grand monde, il n'y avait personne. Pas grand monde pour décrire ce que je ressentais, couché sur mon lit, regardant par la fenêtre. J'avais l'impression d'être seul. Seul un bruit, seul un son, seul le vent devant moi était là pour m'accompagner. Dans ma chambre, j'avais l'impression de courir vers pas grand-chose, de faire ce cauchemar que tout le monde a déjà fait. Faire ce cauchemar que tout le monde a déjà fait, où l'on court en faisant du surplace. Ce cauchemar où l'on court en faisant du surplace avec un monstre derrière nous, qui nous court après. Pas grand monde, pas grand mot, personne, nulle part où aller. Pour me cacher, je n'avais rien. Juste le désert devant moi. Juste un désert devant moi, un silence, un son, ma chambre. J'avais un endroit, une maison, un père, une mère, mais je n'avais rien d'autre. Je n'avais rien d'autre qu'un père, une mère, le silence, un son, et peut-être ma chambre. L'intérieur de ma chambre était froid, froide et sombre. Je me regardais souvent dans la glace le matin, en me levant, juste assis sur le bord de mon lit, à côté de la porte. Mais je n'avais aucun autre endroit. Je n'avais qu'un son, je n'avais que le vent, en face de moi le désert, et je n'avais que l'impression d'être tout le temps seul. Un matin, je suis descendu. Un matin, je suis descendu et je les ai regardés dans les yeux. Le mépris qu'ils m'ont jeté, tout de suite, la première fois. La première fois, le mépris qu'ils m'ont jeté. J'avais l'impression d'être délaissé, d'être seul. Je me suis assis. Aucun son ne sortait, aucune parole, aucun mot, rien. Il n'y avait aucun son qui sortait, aucune parole, aucun mot, comme si tout avait été efficelé. Comme si tout avait été efficelé. Comme si tout avait été effiloché. Le fil rouge qui maintenait mes mots les uns après les autres. Le fil rouge qui maintenait mes mots les uns après les autres avait été détruit, comme si tout avait été effiloché. Je n'arrivais pas à parler. Et pourtant je restais là, tétanisé, paralysé devant eux. J'essayais de leur parler, mais rien qu'en regardant leurs yeux. Rien qu'en regardant leurs yeux, je n'arrivais pas à parler. Alors ils m'ont regardé, m'ont observé. Je suis resté silencieux à la table, regardant dehors le désert qui m'attendait. Regardant dehors le désert qui m'attendait, je suis resté figé, silencieux à la table, et je les ai regardés. Ils se sont levés et sont partis, ont ouvert la porte et se sont assis dehors. Mon père m'a fait une place, et je me suis assis à côté de lui. Quand je me suis assis à côté de lui, il m'a regardé. Il a soupiré, a regardé droit devant le désert, la route que j'allais prendre. Il a regardé le désert, le jardin, la route, droit devant, la route que j'allais prendre, la route là où j'allais partir, celle que j'allais prendre et celle que j'allais franchir. Il m'a parlé un instant. Il n'a dit qu'un seul mot, que j'ai compris comme un son, comme un silence ou comme... Il n'a dit qu'un seul mot que j'ai compris comme un son, comme un silence ou comme un bruit. Je l'ai regardé une dernière fois. Et puis j'ai mis un pied devant l'autre et j'ai commencé à marcher, tout en réfléchissant, tout en réfléchissant, tout en ressentant les sons, les bruits, les mots, l'entourage, le vent, le froid, l'humidité, le sol sous mes pieds. Tout en ressentant tout ça, j'ai commencé à marcher sur la route. Ils n'ont pas réagi et sont restés tous les deux, ma mère debout à l'intérieur de la maison, mon père assis sur les bords des escaliers. Sur le bord des escaliers, mon père, assis par terre, ne m'a pas regardé. Il ne m'a pas regardé, il s'est retourné vers ma mère qui, elle, était à l'intérieur. Il s'est retourné vers ma mère qui, elle, était à l'intérieur. Quand j'ai commencé à marcher, au bout de quelques heures, je me suis retourné. Je ne voyais plus que la maison en tout petit, juste sur le bord de l'horizon. Juste sur le bord de l'horizon, je ne voyais plus que la maison, toute petite, qui attendait, sur le bord de l'horizon, à côté d'un arbre qui avait brûlé, à côté d'un arbre dont la souche avait brûlé, à côté d'un arbre dont les racines avaient brûlé, à côté d'un arbre dont le corps était calciné,
à côté d'une maison, silencieuse, froide et éteinte. Cher monde, si les boucles de mes lettres devaient dire quelque chose, ce serait ça. Si les boucles de mes lettres devaient dire quelque chose, c'est que je n'ai plus grand-chose à offrir. Je n'ai plus d'amour à offrir, je n'ai plus de bonheur, je n'ai plus de rancœur, je n'ai plus de haine, je n'ai plus rien à offrir. Plus de haine, plus de rancœur, plus de bonheur, plus d'amour, plus rien. Je n'ai plus personne à chérir, plus personne à aimer. Je n'ai pas d'endroit où aller. Je n'ai pas d'endroit où voyager. Je n'ai nulle part où aller. Si mes lettres devaient dire quelque chose, cher monde, c'est que le seul endroit dans lequel je voudrais aller maintenant, c'est partir. Alors je m'en vais. Sur ces routes sinueuses, je m'en vais, et je traverse les routes. Je reste sur le bord de la route. Le pouce levé, en faisant du stop, je reste sur le bord de la route. Je traverse les longues routes droites et sinueuses. Les longues routes droites et les longues routes sinueuses, je les traverse. Je marche encore, toujours et tout le temps, jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit dans mes lettres, je n'ai plus grand-chose à offrir. Quand j'aime quelque chose, si ça arrivera de nouveau, quand j'aime quelque chose, c'est une marée basse. Si je n'aime plus quelque chose, quand ça arrivera de nouveau, c'est une marée haute. J'ai l'impression que mon cœur, j'ai l'impression que mes poumons, j'ai l'impression que ma poitrine se remplit d'eau petit à petit. Petit à petit, j'ai l'impression que mes poumons, mon cœur et ma poitrine se remplissent d'eau. J'ai l'impression que c'est un océan, sans courant. Il n'y a pas de courant, les vagues sont plates. J'ai l'impression que mon cœur et mes poumons sont... J'ai l'impression que mes cœurs, mes différents cœurs que j'ai pu avoir dans ma vie, tous les cœurs que j'ai pu briser, les différents cœurs que j'ai pu avoir, le cœur qui aimait, le cœur qui n'aimait pas, le cœur qui a été brisé, le cœur qui a aimé les autres, le cœur qui a échangé de l'amour, celui qui en a donné. J'ai l'impression que tous ces cœurs que j'ai eus, que j'ai pu avoir dans ma poitrine, protégés par mes poumons, se sont finalement noyés sous la marée haute. Et c'est quand je regarde par la fenêtre, c'est uniquement quand je regarde par la fenêtre que je comprends ce que je veux faire maintenant. Alors, cher monde, je te dis ceci. Je veux partir, aller au bout de cette route, et m'arrêter, me poser sur les rails du train, et attendre que le prochain m'emporte avec lui. Si possible, peut-être que je rejoindrai la mort, la seule personne que je peux aimer à présent. Car c'est seulement elle qui me donnera un repos bien mérité dont j'ai besoin. Elle me donnera uniquement ce repos bien mérité dont j'ai besoin, car tous les cœurs que j'ai eus, tous les cœurs que j'ai pu avoir, celui qui a été brisé, celui qui a aimé, celui qui a su aimer, celui qui a su échanger, celui qui a donné de l'amour. Celui qui a donné de l'amour, celui qui en a échangé, celui qui en a partagé, se sont tous noyés, se sont tous brisés, et se sont tous détruits, les uns après les autres. Alors maintenant je marche le long de cette route. Cher monde, je n'ai que ça à te dire. Je pars, je m'en vais, et ce sera un voyage sans retour. Je ne reviendrai plus, je serai une personne en moins. Je serai une personne en moins sur la terre, une personne en moins sur la terre ferme, une personne qui n'existera plus, qui n'aura peut-être plus d'importance, mais qui en aura dans la vie des autres. Je serai cette personne qui aura de l'importance dans la vie des autres. J'aurai été cette personne qui était là sur ton monde, et cher monde, aujourd'hui je ne suis plus là. Voilà ce que veulent dire mes lettres. Voilà ce que veulent dire les boucles de mes lettres. Voilà ce que veulent dire mes phrases qui commencent par une majuscule et qui se terminent par un point. Faites de ponctuation, faites d'intonation, toutes ces phrases que j'écris, elles veulent dire ça, que je me dirige vers les rails du train, et que je m'arrêterai uniquement quand il m'aura emporté avec lui. J'irai faire un câlin à la mort, si possible, et j'irai la retrouver dans son royaume. Elle m'emportera peut-être en haut de sa tour, dans son château, et j'irai faire un câlin à la mort. Ensuite, je resterai avec elle, et peut-être qu'elle me fera visiter son château.
Elle me montrera ma chambre, me montrera la sienne. Elle me montrera les gens qu'elle a emportés avec elle, et quand le train m'aura emporté, eh bien je ne serai plus là. Voilà, je suis mort, et je me balance sur le côté de la voie ferrée. Voilà, c'est bon, c'est fini. Je suis mort, et je me balance sur le côté de la voie ferrée. Il y a cette balançoire accrochée à un arbre. Accrochée à un arbre, il y a cette balançoire. Je me pose dessus, je m'installe, mes deux mains sur les cordes. Je pose mes deux mains sur les cordes. Je dépose mon sac contre le tronc de l'arbre. Je me pose sur la balançoire et je me balance. Sur le côté de la voie ferrée, c'est en me balançant sur la balançoire que j'observe calmement mon corps allongé par terre et blessé sur le côté du visage. Parfois, je me sens innocent, tellement innocent, comme si j'avais les pieds sur terre, et l'instant d'après, comme si je les avais plus. L'instant d'après, comme si je n'avais plus les pieds sur terre, et l'instant d'avant, comme si j'étais sur terre et que je marchais. Je me sens des fois tellement innocent que je me sens démuni, démuni de tout pouvoir envers tout le monde. J'ai l'impression de n'avoir plus aucun pouvoir, comme si c'était une horloge qu'il y avait à l'intérieur de moi. Comme si c'était une horloge qu'il y avait à l'intérieur de moi, et que j'entendais les secondes, les unes après les autres, qui battaient comme les battements de mon cœur. Comme si les secondes battaient comme les battements de mon cœur, je les entendais. Mais la minute d'après, quand je n'ai plus le pied sur terre, la minute d'après, quand je n'ai plus les pieds sur terre, je ne les entends plus. Je n'entends plus les minutes, je n'entends plus les heures. Les heures qui frappent tellement fort que j'ai l'impression qu'elles frappent à côté de moi. Les minutes qui frappent un peu moins fort, mais qui frappent toujours aussi fort. Les secondes que je peux entendre très légèrement. La petite aiguille, la grande aiguille, et l'autre aiguille que je peux voir un peu plus loin. Elles tournent en boucle tous les jours. Et moi, quand j'ai les pieds sur terre, je les entends. J'entends les heures battre tellement fort. J'entends les heures battre tellement fort comme si elles étaient à côté de moi. J'entends les minutes battre un peu moins fort, l'instant d'après. L'instant d'après, je n'entends plus. Je n'entends plus rien. J'ai les pieds sur terre et je commence à marcher. Je marche. La route est longue, parsemée d'un chemin d'embûches, d'embuscades, d'endroits où je vais trébucher, où je vais m'allonger par terre. Des endroits où je vais m'allonger par terre, des endroits où je vais trébucher, des endroits où je vais me relever. La route est longue, parsemée d'embûches, mais je marche quand même. Je marche quand même, même si cette route est longue et parsemée d'embûches. Je reste droit, le dos droit, le dos droit figé vers l'arrière, je regarde. Je regarde vers l'avant, le buste vers le haut, les mains droites et les bras relâchés. Et j'avance, je marche et en dessous de moi, je sens chaque racine de chaque arbre. Je sens chaque racine de chaque arbre en dessous de moi. Je marche le dos droit. Le dos droit, les bras relâchés, les mains dans les poches. Je marche et j'avance. La route est longue, parsemée d'obstacles, parsemée d'embûches. Et je continue à marcher. Toujours et encore, il fait une chaleur insoutenable. Il fait une chaleur insoutenable, tellement chaud que parfois je trébuche. Je trébuche tellement j'ai chaud, de temps en temps. Je me relève en m'appuyant sur un caillou. En m'appuyant sur un caillou, sur un galet, je me relève. Je le prends en main et je regarde sa couleur. Je le prends en main, je regarde sa couleur grise, j'enlève la poussière qu'il y a dessus et je le dépose par terre. Je m'assieds à côté de lui, je prends mon carnet et je le dessine. Ensuite, je continue. Je marche, toujours et encore. C'est une ligne droite devant moi, mais cette impression de me sentir petit en permanence, elle est toujours là. Elle me poursuit et elle me hante. Elle me poursuit et elle me hante, cette impression de se sentir petit. Je suis entouré d'un endroit dans lequel je pourrais courir, une vaste plaine dans laquelle je pourrais courir. Je suis entouré de cette vaste plaine, de ce désert ardent autour de moi. Ce désert ardent autour de moi qui est en train de brûler.
Il y a une chaleur insoutenable partout autour de moi. Ce désert qui brûle, ces plaines à n'en plus finir qui sont tout autour de moi. Je pourrais courir et m'évader, partir en courant, mais je continue le long de la route, comme si mes yeux qui fixaient un point tout au loin, comme si mes yeux, qui fixaient un point tout au loin, juste déposé sur la ligne d'horizon, étaient obligés de continuer à marcher pour pouvoir atteindre ce point. Pour pouvoir atteindre ce point rouge déposé sur la ligne d'horizon, comme si mes pieds et mes jambes étaient obligés de continuer à marcher pour pouvoir l'atteindre et pour pouvoir s'asseoir juste à côté, alors qu'il n'y a rien au bout de la ligne d'horizon. Plus je m'approche, plus elle continuera à s'éloigner. C'est une ligne d'horizon. Plus je continue à m'approcher, plus elle continuera à s'éloigner. Je ne l'attraperai jamais, mais je sais que ce point rouge que je regarde, je veux l'attraper. Je sens encore la sensation de la main de ma mère sur mon front. Mais au final, les visages ne sont que des masques. Je ressens encore la sensation de sa main sur mon front, mais au final, les visages ne sont que des masques derrière lesquels on se cache. Les personnes qui sont à l'intérieur se cachent derrière un masque, et ce masque s'appelle visage. Derrière une protection, tout le monde se cache. Tout le monde se cache derrière une protection qui s'appelle sourire. Tout le monde se protège avec quelque chose qui s'appelle émotion. Et tout le monde est protégé par une émotion, caché par un masque et dévisagé par un sourire. Quand je pense à ça, j'avance un peu plus vite. J'avance un peu plus vite quand je pense à ça, dévisagé par un sourire, protégé par une émotion et caché par un masque. Je ne regarde plus personne de la même manière. Je ne regarde plus personne de la même manière, comme s'ils étaient tous protégés par quelque chose, comme s'ils se cachaient tous derrière un masque, comme s'ils souriaient simplement parce que c'est poli, comme s'ils me regardaient uniquement pour ma taille, uniquement pour mon visage, pour mon masque, comme s'ils me regardaient uniquement parce que je souris, alors qu'au fond je suis peut-être brisé, au fond je suis peut-être vide, peut-être insignifiant, peut-être que je ne pense plus à rien. Mais tout le monde me regarde, tout le monde sourit, et tout le monde me demande comment je vais. Je réponds oui par politesse, et je continue à avancer. Je continue à avancer sur ce chemin plein d'obstacles, et les gens me regardent avancer. Ils me disent que c'est bien, me récompensent et me félicitent, mais les visages et les récompenses ne sont qu'insignifiantes et ne valent rien. Elles ne valent rien, elles ne sont qu'insignifiantes, et les gens qui viennent près de moi sont protégés par leur masque. Ils sont protégés par leur masque, et de temps en temps, quand ils ne sourient plus, ils le déposent par terre. Alors là, je peux voir leur vrai visage. Je peux voir leur vrai visage quand ils n'ont plus leur masque. Ils commencent à me parler, très lentement. Leur voix s'affaiblit, et le timbre de leur voix devient plus faible. Ils me posent des questions simples. Ils me posent des questions simples, comme par exemple, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Que vas-tu faire demain? Ils me posent des questions simples, mais quand ça va pas, ils commencent à aller un peu plus en profondeur, et commencent à creuser comme s'ils avaient une pelle à la main. Comme s'ils avaient une pelle à la main, quand je vais mal, ils commencent à creuser en profondeur. Je les regarde alors comme des personnes qui cherchent à repousser les limites du possible, et je les regarde comme des personnes qui sont en train de creuser dans une mine. Je les regarde comme ces personnes qui sont en train de creuser dans les minéraux, dans une mine. Je les regarde comme une personne avec une pelle à la main, avec un casque et une lampe au poignet, qui essaye de creuser dans les minéraux, de creuser dans une mine, et de trouver l'impossible. Il parle à quelqu'un de triste, et il espère trouver quelque chose de joyeux. Je regarde son masque, je regarde son sourire. J'essaye pertinemment de trouver son émotion. Je ne la trouve pas. Je me recule un peu plus et cette personne s'avance vers moi. Elle se pose à côté de moi et s'assied à côté de moi. Elle commence à me parler et me pose des questions un peu plus indiscrètes. Je souris et je me protège derrière une émotion. J'enfile un masque que j'ai difficile à enfiler. J'enfile ce masque que j'ai très difficile à enfiler. Et quand j'ai enfilé ce masque que j'ai très difficile à enfiler, je l'ai mis par-dessus moi, par-dessus moi, par-dessus moi-même.
j'ai mis ce masque, ce visage qui me protège, ce visage malheureux, ce visage qui montre que je suis déprimé, que je ne vais pas bien. Mais je me protège de temps en temps avec un visage, un autre masque, celui qui montre que je vais bien, que je suis souriant, celui qui montre que je danse, que je fais la fête, que je joue, que je parle aux autres avec un air enjoué. Mais seulement, si seulement je pouvais avoir ce masque tout le temps, si seulement je pouvais avoir ce masque tout le temps, les gens seraient heureux de me voir comme ça. Mais ce n'est qu'un masque. Un masque ça tombe. Un masque ça se défait et ça s'enlève. Et moi je ne sais pas comment faire pour le remettre. Peut-être qu'un jour il est tombé, je ne sais pas quand, mais ce masque est tombé. Le sourire est tombé avec et l'émotion est partie. Elle s'en est allée, elle a pris ses jambes à son cou, n'est plus jamais revenue. Elle n'est plus jamais revenue. Elle a pris ses jambes à son cou, elle est partie. Elle a couru très loin, elle n'est plus jamais revenue vers moi. Maintenant je me protège avec un masque. Allongé par terre, je réfléchis à toutes les possibilités qui existent. J'aurais pu très bien m'ouvrir les veines et attendre que le sang coule jusqu'à la dernière goutte. J'aurais pu attendre que le sang coule jusqu'à la dernière goutte, ou alors j'aurais pu tout simplement me faire couler un bain, me plonger dedans, et y aller avec quelque chose d'électrique. J'aurais pu y aller avec mon GSM, avec mon PC, j'aurais pu y aller avec un sèche-cheveux, et je me serais plongé dans l'eau. Je serais mort électrocuté, et je serais mort. J'aurais pu sauter du 3e étage de la maison. J'aurais pu mourir écrasé sur la route par une voiture. J'aurais pu marcher jusqu'à ce que mort s'ensuive. J'aurais pu marcher jusqu'à ce que mort s'ensuive, jusqu'à ce que je sois déshydraté, jusqu'à ce que ma tête commence à tourner, jusqu'à ce que je me sente mal et que je commence à m'évanouir sur le bord de la route. J'aurais pu aussi très bien prendre une ceinture, la passer autour de mon cou, et resserrer de plus en plus, jusqu'à ce que je sente la pression sur le bord de mes épaules, et sur ma nuque, et sur mon cou. Sentir la pression sur mon cou, sur ma nuque, au bord de mes épaules, sentir le froid de la ceinture, la boucle sur le côté, qui se resserre de plus en plus. Toutes ces possibilités que j'avais en face de moi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de marcher une dernière journée? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de marcher toute la journée? D'avoir une dernière journée devant moi, de rejoindre la voie ferrée, les rails du train, et de m'allonger. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de marcher une dernière journée, jusqu'à la voie ferrée, de m'allonger et d'attendre que le prochain train vienne m'écraser? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Je sais pas. C'est comme si je m'étais accordé une dernière seconde avant de mourir, pour dire au revoir à chaque personne que je connaissais. Comme si je m'étais accordé un jour ou deux pour dire au revoir, pour montrer à quel point j'étais fier d'être sur cette terre, pour montrer à quel point peut-être je commencerai quelque chose d'autre, parce que je vais commencer quand je serai mort. Quand je serai mort, je commencerai la souffrance des autres. Souvent, quand j'étais jeune et que j'étais encore en vie, souvent on me disait que la mort est un commencement. On me disait que la mort n'était que le commencement. C'est pas vrai. C'est pas vrai, la mort n'est pas que le commencement. La mort n'est que le recommencement. Quand je marchais, je réfléchissais à cette phrase et à rien d'autre. Je réfléchissais à cette phrase et à rien d'autre, quand je marchais sur le bord de la route en faisant du stop. En faisant du stop, je réfléchissais à cette phrase et à rien d'autre. La mort n'est pas que le commencement. La mort n'est que le recommencement de la souffrance des autres après ma mort à moi. Après ma souffrance à moi, il y aura le recommencement de la souffrance des autres. Alors je marchais. Et quand je me suis assis, j'ai réfléchi un instant. J'ai levé les yeux et j'ai observé le soleil. Je me suis senti seul. J'étais ébloui par la lumière du soleil, je me suis senti seul, assis sur le côté de la route. Je me suis relevé et j'ai fait du stop. Je suis resté debout un instant. Aucune voiture ne s'est arrêtée. Je regardais à chaque fois la personne qui conduisait. La première personne qui conduisait dans la première voiture, c'était une femme.
la deuxième personne qui conduisait dans l'autre voiture qui est passée juste devant moi. C'était un homme. Ensuite, j'ai vu un bus passer avec plusieurs personnes. J'ai essayé d'apercevoir tous les passagers du bus, mais je n'ai pas pu. Le bus est passé beaucoup trop vite. Alors je me suis allongé et j'ai commencé à réfléchir. Où est-ce que cette voiture allait? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas arrêtée? Où est-ce que toutes ces voitures allaient? Où est-ce que ce bus allait? Où est-ce que les personnes comptaient s'arrêter? Pourquoi est-ce qu'elles allaient là-bas? Des choses auxquelles même moi je ne pouvais pas répondre. Même moi je ne pouvais pas répondre à ça. Où est-ce que ces personnes allaient aller? Pourquoi est-ce qu'elles avaient choisi d'aller là-bas? Où est-ce que ces personnes partaient en voyage? Est-ce que c'était un voyage ou non? Est-ce que ces personnes allaient rejoindre quelqu'un? Ou est-ce que ces personnes partaient tout simplement tous ensemble quelque part? Et je réfléchissais à tout ça allongé par terre. Ensuite, je me suis relevé et j'ai continué à marcher. J'ai continué à marcher, sachant que moi c'était un voyage. Cette nuit, quand il a commencé à pleuvoir, j'ai fait ce rêve étrange. J'étais allongé sur une table d'autopsie. J'étais froid et tout tremblant. J'étais allongé sur une table d'autopsie, et il y avait cette femme qui est arrivée. Allongée sur la table, elle a pris mon bras, et elle m'a regardé. Allongée sur la table d'autopsie, elle a passé à mon pied une ficelle qu'elle a resserrée. Elle a resserré cette ficelle, elle a fait un nœud. Il y avait mon nom écrit sur une étiquette, ma date de naissance, et le lieu sur lequel j'habitais. J'étais allongé sur la table, et la femme était en train d'examiner mon corps. Je ne sais pas pourquoi, j'étais mort depuis longtemps, j'étais glacial et tout tremblant. J'étais mort depuis longtemps. J'avais 2 entailles au poignet. J'étais mort depuis longtemps. Et la femme a écouté mon cœur. Posant son oreille sur mon torse, elle a écouté mon cœur. Elle a dit qu'il battait encore, en tout cas pour l'instant. Elle s'est retournée vers 2 personnes, et même mort allongé sur la table, j'entendais les voix. Il y avait une femme en pleurs, en sanglots. Une femme était en pleurs et en sanglots, et j'entendais qu'on lui frappait très légèrement l'épaule. On la rassurait. La jeune femme qui écoutait mon cœur avait pris mon autre bras, et avait regardé la rigidité cadavérique. La jeune femme avait pris mon bras, et avait regardé la rigidité cadavérique. Elle avait regardé la rigidité cadavérique de mon bras. Mon bras était assez solide, assez dur, comme de la pierre, comme une roche, comme un roc, comme de la pierre. Elle avait pris mon bras et avait regardé la solidité cadavérique. À cet instant-là, elle a entendu mes os craquer, mes doigts qui craquelaient, mon poignet qui craquait, mon bras qui était dur comme un roc, comme un roche. Elle a regardé mes os, a regardé l'intérieur de mon corps, et m'a découpé. Elle a découpé mon torse avec un scalpel, faisant une ouverture en Y. Faisant une ouverture en Y, elle a ouvert mon corps. Elle a regardé à l'intérieur et elle a trouvé une lettre. Sur cette lettre, il était écrit que je n'avais plus rien à donner à ce monde. Je n'avais plus grand-chose, plus d'amour, plus personne à aimer, plus rien à redonner, plus rien à offrir, plus rien à faire, plus rien à voyager. Je n'avais plus rien. La femme a lu cette lettre. Une larme a coulé, le long de son bras, le long de son épaule, de sa nuque, de sa joue, et est arrivée sur mon corps. Quand la larme est arrivée sur mon corps, j'ai ouvert les yeux. Je ne voyais pas la lumière, mais je sentais la lumière des néons assez blancs qui illuminaient mes yeux. Mais je ne les voyais pas. Ce n'est pas parce que j'avais ouvert les yeux que je voyais. J'étais mort depuis longtemps, donc je pouvais sentir la lumière, mais pas la voir. La jeune femme a fermé mes yeux. Et quand la jeune femme a fermé mes yeux, je me suis rendu compte que j'étais en train de dormir. Je me suis réveillé et je me suis levé. Je me suis levé de la table, je me suis réveillé. Je me suis posé assis à côté de la jeune femme, elle a arrêté de pleurer. Elle s'est levée, a expliqué que c'était peut-être un miracle regardant la lumière qui éblouissait la salle. Regardant la lumière qui éblouissait la salle, elle a dit que c'était un miracle. Je suis parti avec elle,
La porte s'est ouverte et il y avait une grande lumière blanche. Il y avait une grande lumière blanche, je suis arrivé à la maison. Quand elle a ouvert les portes, mes parents m'attendaient à l'intérieur. Je suis rentré dans ma chambre et je me suis posé. Assis sur le lit, ils m'ont regardé. Ils m'ont regardé et sont restés là en silence. Ils m'ont regardé, ont posé ses mains très légèrement. Très légèrement, tous les deux, ils ont posé leurs mains sur mes épaules. Ils m'ont regardé, ils ont souri, penché la tête d'un seul côté. Ensuite ont fermé la porte derrière eux. Ils ont fermé la porte derrière eux, ont penché la tête d'un seul côté, m'ont regardé un instant pendant une demi-heure, et ensuite sont partis. Ils m'ont attendu en bas et étaient assis sur le bord de la maison comme quand je suis parti. Je suis parti une nouvelle fois, c'était comme si ça se répétait. Comme si ça se répétait, je suis parti une nouvelle fois. Mon père qui était assis sur le côté sur le bord, et ma mère qui n'attendait que sur le bord avec lui. Ma mère qui n'attendait que sur le bord avec lui, mon père assis sur le bord de la maison. Ma mère derrière à l'intérieur qui me regardait partir. Ça se répétait en boucle. Ce soir-là, obsédé par la douleur, j'ai attendu. J'ai attendu ce soir-là, obsédé par la douleur, avec mon bras qui était ouvert. Mon bras était ouvert et ma plaie ouverte était à l'air. Ma plaie ouverte qui était à l'air, mon bras ouvert, et le couteau dans la main, qui était couvert de sang. La goutte de sang qui était en train de tomber. La goutte de sang qui était en train de tomber, mon couteau qui était couvert de sang, ma plaie ouverte qui était à l'air, le sang qui coulait le long de mon bras. J'ai posé mon bras le long du matelas. Le long du matelas et des draps blancs, j'ai posé mon bras, je saignais, et à l'intérieur j'y ai posé un verre noir qui était encore couvert de terre. Il était couvert de terre, je venais d'aller chercher dans la boue. Je venais d'aller chercher dans la boue dans le jardin. Je l'avais pris et je l'ai déposé à l'intérieur de ma plaie. Je l'ai déposé à l'intérieur de ma plaie, de mon bras ouvert. J'ai déposé le couteau et j'ai posé mon bras sur le matelas. Le sang était en train de couler sur les draps blancs. J'ai déposé un verre à l'intérieur. Il y avait un corps étranger dans le mien. Il y avait un corps étranger dans le mien. J'ai déposé ce verre et je l'ai vu partir. Il rampait dans mes veines et il a grimpé le long de mon bras. Quand il n'était plus là, j'ai déposé une larve, et une deuxième, et une troisième, et une quatrième, jusqu'à en remplir la plaie. Jusqu'à en remplir la plaie ouverte, j'ai déposé des larves à l'intérieur de ma plaie. Le sang coulait, et j'avais la sensation qu'il y avait plein de larves et plein de vers qui étaient en train de ramper dans mon bras. Il y avait des larves et des vers qui rampaient dans mon bras. Le sang coulait, et j'étais allongé. J'ai fermé les yeux, et je ressentais mes démons à l'intérieur. À l'intérieur, je ressentais mes démons. J'avais peur, j'avais froid, je tremblais, mon bras tremblait, et je sentais ce ver et ces larves à l'intérieur de la plaie ouverte. Le couteau était par terre à côté de moi. Le sang coulait, et j'avais les yeux fermés. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'imaginer cette table froide sur laquelle j'étais couché dans mon rêve. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai essayé d'imaginer cette table qui était froide, sur laquelle j'étais couché dans mon rêve. J'ai essayé d'imaginer les personnes qui pleuraient. J'ai essayé d'imaginer la jeune femme qui pleurait, j'ai essayé d'imaginer le jeune homme qui était à côté d'elle. J'ai essayé d'imaginer le jeune enfant qui s'est levé. Comme c'était un rêve, ce ne devait pas être moi. Ce ne devait pas être moi comme c'était un rêve. J'ai essayé d'imaginer les visages, comme je savais que je ne pouvais pas imaginer de visage dans un rêve, ou alors que dans le rêve que je faisais, les visages que j'imaginais, c'étaient des visages que j'avais déjà vus. J'ai essayé d'imaginer les visages autres que des visages que j'avais déjà vus. J'ai fermé les yeux, j'ai fort fermé les yeux, ressentant la plaie ouverte, et j'ai imaginé des visages que j'ai créés de toutes pièces. J'ai créé des visages de toutes pièces à partir d'autres visages que j'avais déjà vus. Et j'ai imaginé ces personnes, cette jeune femme et ce jeune homme, assis par terre, le jeune enfant qui les rejoignait, la porte de la maison ouverte, la maman qui attendait à l'intérieur, le père assis sur les marches qui attendait. À côté, le thanatopracteur qui habillait un mort. À côté, il y avait le thanatopracteur qui était assis à côté du père en train de lui parler.
Il était assis, habillé en noir, avec un haut de forme noir. Il lui parlait et avait un grand impair noir, un impair et un manteau noir, qu'il tenait à la main, une mallette qu'il avait déposée par terre. Elle était un peu poussiéreuse et à côté il y avait cette table froide, avec du sang dessus. Le corps s'était en allé et se dirigeait vers une lumière assez forte. Moi, je me dirigeais vers mon père, et il était en train de parler à cet homme avec un grand manteau noir. L'homme se dirigeait vers le corps qui était en train de se diriger, en marchant très lentement vers une lumière blanche. Je me suis dirigé vers mon père, rentrant dans la maison. La lumière était à l'intérieur de la maison. Ma mère était juste à côté et attendait. Ma mère était juste à côté et attendait à côté de la lumière, juste devant l'escalier, juste devant les marches que je pouvais voir sur le côté, juste devant les marches de l'escalier qui menait à l'étage au-dessus, au deuxième étage. Je pouvais voir la lumière juste devant. J'ai mis un pied devant l'autre et j'ai marché dans la lumière. Je suis arrivé dans ma chambre, la porte était ouverte. Elle a seulement grincé un tout petit peu et je n'ai plus senti les larves. Et je n'ai plus senti les vers dans Je n'ai plus senti les larves et les vers dans mon bras. J'ai fermé les yeux et je me suis réveillé. Si la peur était quelqu'un ou quelque chose, je crois que je ne la connais pas. Je crois que je ne la connais pas si la peur était quelqu'un ou quelque chose. Je ne la connais pas bien. Ou peut-être pas assez. Peut-être que je ne la connais pas bien, ou peut-être que je ne la connais pas assez. Mais si la peur était quelqu'un ou quelque chose, je crois qu'elle serait peut-être quelque chose que je ne connaîtrais pas assez pour pouvoir la voir. Car je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de mourir, pas peur de dire la vérité. J'avoue que j'ai plus peur des mensonges et plus peur de l'ignorance. J'ai plus peur de l'incertitude, plus peur de l'ignorance, plus peur des mensonges, plus peur de la vérité. La vérité, les mensonges, tout ça, j'en ai peur. J'en ai bien peur de dire que j'ai peur de ça. Les mensonges, la vérité, tout ce qui blesse, les mots, les phrases, les lettres qu'on s'envoie, les messages qu'on reçoit. Tard pendant la nuit à 22 heures, à 23 heures, les messages qu'on reçoit d'une personne, d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée. Les messages qu'on reçoit très tard peuvent blesser. Leurs mots, leur ponctuation, la manière dont ils sont écrits, les points qui sont mis, que ce soit un point d'exclamation, que ce soit un point d'interrogation, que ce soit un point, ou alors encore que la phrase ne soit pas terminée, que ce soit 3 petits points. Peu importe la phrase, peu importe le mot. La majuscule qui la commence, la phrase qui la complète, les mots qui la complètent, la ponctuation qui va avec, les virgules, les points, les mots, les lettres, tout ça, ça blesse. J'ai peur de la vérité, j'ai peur des mensonges, j'ai peur de tout ce qui va avec. C'est comme si on nous offrait, au début de notre vie, c'est comme si on nous offrait une boîte. À l'intérieur, il y a la vérité. À l'intérieur, il y a les fausses vérités. À l'intérieur, il y a les mensonges. À l'intérieur, il y a les lettres qu'on s'envoie. Il y a des pages. Il y a des pages blanches et vierges à l'intérieur. Il y a un stylo avec un encrier qui nous est offert. Il y a un encrier, un stylo plume avec de l'encre. Il y a cette plume qu'on peut utiliser et l'encrier qu'on met sur le côté. On écrit des lettres. On pense ce qu'on écrit. On l'envoie. Mais on ne sait pas comment la personne qui va la recevoir va réagir. Moi, c'est pareil. Je suis parti depuis 2 jours et personne n'a réagi. Personne ne s'est dit qu'il n'était plus là. Personne n'a dit mais enfin, je ne suis plus là. Personne n'est parti à ma recherche. Aucun avis de recherche, aucune pancarte sur laquelle il est écrit disparu. Aucune pancarte, aucune affiche sur laquelle il est écrit disparu. Parti depuis 2 semaines. Non, rien. Alors que je suis qu'un enfant. Alors que je suis qu'un enfant, que je suis qu'un jeune enfant qui a 18 ans. J'ai 18 ans ou peut-être maintenant 19. Ça m'est égal, mais personne ne pense à moi. Personne n'a demandé à quelqu'un d'autre, personne a fait passer à quelqu'un d'autre le message
comme quoi j'ai disparu. Aucune femme ne s'est demandé est-ce que votre enfant est parti? Aucun enfant ne s'est demandé où est-ce que mon copain est parti? Aucun père, aucune mère, aucune famille n'a regardé les journaux. Aucune famille, aucun père ou aucune mère. Aucune personne qui était ensemble à ma disparition n'a regardé le journal le soir pour savoir si j'étais parti et où est-ce que j'étais parti. La peur n'est plus quelque chose qui m'a fait peur. Désormais, je sais que la mort nous est tous due. Je sais que la mort nous est tous due. Je sais que la mort arrivera à tout le monde. Alors désormais, je sais que la mort, ce n'est plus que quelque chose que tout le monde va devoir affronter à la fin de leur vie. Ça dépend quand est-ce qu'ils vont mourir. Certaines personnes meurent à 50 ans, d'autres à 20 ans, d'autres mourront à 50, d'autres à 60. Certaines personnes, plus chanceuses que d'autres, mourront à 80 ans, d'autres à 90, et certaines personnes arriveront jusqu'à la fin, à 100 ans. Moi, je mourrai aujourd'hui. Je l'ai décidé parce que la plus belle chose dans la vie, ce n'est pas de mourir. La plus belle chose dans la vie, c'est de pouvoir décider quand et comment est-ce qu'on va mourir. La plus belle chose dans la vie, c'est de pouvoir décider quand et comment est-ce qu'on va mourir. Ça, c'est la plus belle chose. Comment pourrait se passer mon inéluctable mort si parfois, quand je réfléchis les yeux dans le vide, comment pourrait se passer mon inéluctable mort? Je n'arrive pas à y penser. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, donc je ne peux pas penser. Je ne peux pas dire comment elle se passerait. Car un horizon infini devant moi se présente tous les jours. J'essaye de l'attraper. J'essaye de la rattraper, mais elle va toujours plus loin. Je ne sais pas dire quand est-ce que je vais mourir, même si je suis devant le chemin de fer. Je suis devant le chemin de fer, je suis devant la voie ferrée. Je n'ai plus qu'à franchir le pas, mettre un pied devant l'autre et m'asseoir. Je n'ai qu'à attendre attentivement, juste là, sur la voie ferrée, juste à côté. Le chemin de fer est devant moi, je n'ai qu'à mettre un pied devant l'autre, avancer, faire le premier pas. Je sais que ma mort, c'est maintenant. Je sais que je vais arrêter de mourir maintenant. Je sais que maintenant je vais arrêter de mourir, qu'il va se passer quelque chose ensuite. Je sais que les autres vont souffrir. Je sais que certaines personnes vont me chercher. Peut-être qu'il y en aura qui vont plonger dans le déni. Peut-être que certains vont plonger dans le déni. Peut-être qu'il y en aura qui vont peut-être pleurer. Il y en aura qui vont peut-être pas pleurer. Certaines personnes vont peut-être être satisfaites de ma mort. Peut-être des personnes qui ne m'aiment pas, car oui, je n'ai jamais été un ange. Je n'ai jamais été un ange, pas complètement. Certaines personnes ne m'aimaient pas. Certaines personnes ne m'aimaient pas, alors oui, je n'ai jamais été un ange. Je n'ai jamais été parfait comme tout le monde, mais aujourd'hui, il est inéluctable de dire que je vais mourir. Je me suis assis et j'ai regardé les trains passer. Je n'étais pas encore sur le chemin de fer. Pas encore sur le chemin de fer, je regardais les trains passer. J'en ai vu un premier, avec une cargaison. Avec une cargaison de conteneurs, j'en ai vu un premier. Le deuxième avec une cargaison de bois. Ensuite, j'en ai vu un troisième, avec une cargaison de conteneurs qui contenait du charbon. Il y avait de la fumée noire derrière celui-là. Un autre est arrivé, celui-ci était vide, il n'avait pas de cargaison. Il roulait très vite, peut-être un peu plus vite que les autres. Ensuite, un train est arrivé, un train blanc avec des passagers. À l'intérieur, il y avait une femme qui lisait son livre, une deuxième femme qui était en face et qui discutait avec sa copine, un homme avec son PC, plusieurs passagers qui faisaient chaque fois des choses différentes, un enfant qui était avec sa maman, une nounou qui gardait deux enfants avec une poussette juste à côté. Et moi, je regardais ce train. Je m'imaginais être en voyage. Je m'imaginais être l'un des voyageurs. Je m'imaginais dans le train et j'imaginais le voyage du train. Où est-ce qu'il allait aller? Quand est-ce qu'il allait s'arrêter? À combien de gares est-ce qu'il allait s'arrêter? Je voulais être le voyageur de ce train. Il partait très loin, à grande vitesse. Il était blanc et il y avait des lignes bleues dessus. Il y avait deux lignes bleues, une ligne rouge et une ligne blanche un peu plus grise. Le train est parti, et il éclairait dans la nuit, car tout au fond, à l'horizon,
Tout au fond, à l'horizon, la nuit commençait paisiblement à se coucher sur le bord de l'horizon. Elle commençait à s'attendrir et à s'attarder à se coucher. Alors le train, sans tarder, est parti vers l'horizon noir, sur lequel la nuit commençait à tomber, et commençait à se coucher, posant le dessus de ses bras, posant le dessus de ses mains, posant le dessus de ses mains, posant le dessus de ses bras par terre, allongé comme un mort. L'horizon, l'horizon noir et la nuit allongée par terre, posant les paumes de ses mains, et puis ses bras tout entiers par terre, comme un cadavre, s'est donc posé par terre. Ensuite le train, qui avait parcouru le noir, était arrivé dans la nuit. Moi je suis resté là, protégé par un arbre. Protégé par un arbre, je suis resté là. J'ai écrit et j'ai sorti mon livre. J'ai écrit un instant quelques questions qui me passaient par la tête, quelques questions que je voulais poser soit au chauffeur, soit aux personnes dans le train, quelques questions que je voulais poser aux chauffeurs de chaque train différent, les trains de cargaison avec le charbon, les trains de cargaison avec le bois, les trains de cargaison vide, des questions que je voulais poser, des personnes auxquelles je voulais m'adresser, des personnes à qui je voulais parler. Et en attendant tout ça, j'ai été sur le côté, lire mon livre, et j'ai regardé le bon train, celui que je devais. J'ai regardé tous les trains passer, prenant mon livre sous l'arbre, regardant tous les trains qui passaient, et celui qui devait me tuer. Quand je suis arrivé, j'ai fait ce rêve étrange. Il y avait un œil dans le ciel qui me regardait. Cet œil dans le ciel, c'était un œil aux yeux bruns. Il avait les yeux bruns, et je les regardais. Cet œil aux yeux bruns, il y en avait plusieurs. Il y en avait 1, 2, 3 et 4. Ces 4 yeux qui me regardaient étaient dans le ciel. Juste au-dessus de moi, il y avait une main qui m'offrait un passage vers une porte. La porte était fermée et la main était ouverte. La main était tendue vers moi, ouverte, vers le ciel. La porte dans le ciel était fermée. J'ai pris la poignée, j'ai grimpé sur la main. Sur la paume de la main, une femme est arrivée. Une femme faite de lumière, aux courbes lisses et au visage fin. Elle m'a regardé. Elle m'a ouvert la porte. La main sur la poignée de porte, elle m'a regardé, me murmurant quelque chose à l'oreille que je n'ai pas compris tout de suite. Je suis rentré, et derrière cette porte, il y avait le même endroit, la nuit. Il y avait un grand œil qui me regardait, comme la lune. Comme la lune, cet œil était blanc. Son iris était bleu, bleu très clair, presque blanc. Partout, il y avait écrit le mot « jugement ». Il commençait à arriver de plus en plus. Il commençait à arriver de plus en plus, le mot « jugement », partout autour de moi. Je me suis retourné et la porte n'était plus là. La femme était à côté de moi. Elle m'avait dit de ne rien craindre, de ne craindre personne. Je me suis retourné et il n'y avait personne. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que je ne devais pas avoir de crainte. Elle m'a regardé. Des gens sont apparus derrière l'œil. Des gens sont apparus derrière l'œil et m'ont regardé, me jugeant, me pointant du doigt. Elle a dit que j'étais innocent et que je ne devais craindre personne, qu'ils étaient gentils. Elle m'a pris par la main. On a avancé vers ces personnes. Et je me suis réveillé un soir. La nuit était arrivée. Un train s'était arrêté devant moi, laissant passer des gens par la porte. La personne qui avait ouvert la porte laissait passer une jeune femme qui sortait. Cette jeune femme qui sortait avec une longue robe blanche. Cette jeune femme qui sortait avec une longue robe blanche et derrière elle une autre jeune femme avec une longue robe beige et une autre jeune femme encore. 3 jeunes femmes. Une jeune femme avec une longue robe blanche, une autre avec une longue robe beige et une autre avec une longue robe blanche et noire. Celles-ci m'ont regardé, et une jeune femme, une quatrième, un peu plus grande, peut-être qu'elle faisait 1m70 ou 1m80. Une grande femme, de peut-être 1m70 ou 1m80, m'a regardé. Elle est sortie avec une grande robe noire et elle m'a regardé. Elle a tendu la main, et les 3 jeunes femmes derrière elle ont commencé à me regarder elles aussi. Elles ont demandé tout simplement ce que je faisais là. J'ai dit que j'attendais la mort, que j'attendais un train. Elles m'ont répondu que ça n'allait plus tarder. J'ai regardé et j'ai dit comment ça, qu'est-ce qui ne va plus tarder?
elles ont demandé la mort. Alors j'ai dit que oui, ça n'allait plus tarder, car le plus beau dans la vie, c'était de choisir comment et quand est-ce qu'on va mourir. Elles sont parties en silence et ont repris le même train. Le train est parti et quand elles ont repris le même train, elles se sont tournées vers moi à la fenêtre. À la fenêtre, elles se sont tournées vers moi. J'ai fait un geste en gardant la page de mon livre ouvert. En gardant la page de mon livre ouvert, j'ai fait un geste. Elles ont fait un geste de l'intérieur et se sont assises. Les 4 femmes m'ont regardé et je me suis tourné vers les rails du train. Un train était en train d'arriver à pleine vitesse. Ce train qui était en train d'arriver à pleine vitesse m'a regardé. Il s'est tourné vers moi. Tous les passagers du train me regardaient. Je me suis positionné droit sur les rails. Sur les rails, juste devant avant qu'ils n'arrivent, je me suis positionné droit et j'ai regardé les passagers. Les passagers qui me regardaient marchaient sur les rails du train, en attendant qu'ils me bousculent et qu'ils prennent mon corps. En attendant qu'ils prennent mon corps d'assaut, qu'ils ne me prennent moi, qu'ils ne me bousculent sur le côté et que mon corps soit retrouvé. Tous les gens du train me regardaient à l'intérieur. Ils me demandaient de bouger et me faisaient des gestes de la main, comme si c'était dangereux. Comme si c'était dangereux, évidemment que je le savais, mais je n'avais pas peur. Alors j'ai attendu. J'ai attendu encore, et le train m'a bousculé. Mon corps était par terre, allongé, plein de sang, le visage défiguré, un bras cassé. Mon carnet a été retrouvé, mais pas mon corps. Il y avait une seule chose d'écrit. Il y avait une seule chose d'écrit quand mon carnet a été retrouvé, mais pas mon corps. C'était qu'il y avait 2 choses différentes, mais presque les mêmes, que tout le monde confond. Il y a le mort et il y a la mort. C'est 2 choses différentes que tout le monde confond, mais elles sont presque frères et sœurs. La mort, c'est la sœur de le mort. Le mort, c'est le frère de la mort. Ce sont 2 choses qui sont presque les mêmes, mais tout le monde les confond. Personne ne sait vraiment ce qu'elles sont. Il y a le mort, la personne qui meurt, la personne qui décide de mourir. Il y a le mort, cette personne qui est morte, qui laisse une cicatrice, qui laisse une douleur, qui n'est pas censée être imperméable. Elle n'est pas censée être imperméable, ou alors elle n'est pas censée être indélébile. Elle ne laisse pas passer le feu. Elle ne laissera pas passer le feu. Elle n'est pas imperméable. Elle ne laissera pas non plus passer l'eau. Elle laisse passer la douleur. Ça, c'est le mort. Après, il y a la mort. La mort, elle est douloureuse. La mort, elle laisse passer l'eau. La mort, elle est étouffée par le feu. La mort, c'est ce qu'on s'inflige. C'est ce qu'on se fait. C'est ce qu'on se donne. C'est toutes les choses qu'on oublie, tout ce qu'on a vécu. C'est toutes les fois où on a été heureux, mais où les personnes n'ont pas remarqué qu'on est vide de l'intérieur. C'est toutes les fois où on a souri, alors que notre sourire n'était qu'un masque. C'est toutes ces fois où on était seul, alors qu'on voulait être à plusieurs. C'est toutes ces fois où on était à plusieurs, alors qu'on voulait être seul. C'est toutes ces fois où les gens nous ont parlé, comme si de rien n'était, alors qu'au fond de nous, on savait très bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. La mort, c'est aussi quand quelqu'un quitte un monde, en rejoint un autre, pensant que c'est vrai. Pensant que c'est vrai quand quelqu'un quitte un monde et en rejoint un autre. Tout le monde pense que c'est vrai. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de funérarium. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que les pompes funèbres au final. Au final, il n'y a que les pompes funèbres, là-bas où on brûle, là-bas où on tue, là-bas où on te tue, où on te brûle, ou alors où on garde le cadavre dans des frigos. On te met une clochette au pied, et on te met une étiquette au pied avec une corde. Dessus, il y a ton nom, ta date de naissance, la date de ta mort, et il y a aussi ton adresse.
là où tu as vécu ta maison, et on te met dans un frigo, on te congèle et on te garde. Ça, c'est la mort. On peut aussi parfois t'enterrer et attendre une seule chose, que tu reviennes. On attend que tu reviens. On dit que tu continues à vivre dans le cœur des gens. On t'enterre et on sait que tu es en train de te faire manger, par les vers, par les racines, par la terre. Cette phrase aussi que les gens disent toujours aux enterrements. Tu es poussière, tu as été poussière et tu redeviendras poussière. C'est une phrase inutile. C'est une phrase inutile. Tu es poussière, tu redeviendras poussière et tu étais poussière. Non. On a toujours été quelque chose. Quand on meurt, on est une personne sans vie. La mort, c'est un concept. Quand on est mort, on est une carcasse, une dépouille, quelque chose de vide. On est un reste d'émotion. Un reste d'émotion, un reste de vie, un restant, quelque chose qui nous reste, mais qu'il n'y a plus. Quelque chose qu'il n'y a plus, qu'il nous reste, un restant d'émotion. Un vide qu'on a laissé, un trou béant derrière nous. Après, la mort, ça peut sans aucun doute aussi être l'émotion des autres. Mais le concept reste toujours le même, un trou béant laissé derrière quelqu'un après sa mort. Tandis que le mort, lui, ça restera toujours la carcasse de quelqu'un par terre, allongé, avec les yeux fermés. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, je n'en ai aucune idée. Mais je suis né durant une heure miroir. Je suis né durant une heure miroir, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Je suis né à 3h03. À 3h03 du matin, je suis né. Et je suis mort à 4h04. Je suis mort durant une heure miroir. Et je suis né durant une heure miroir. C'est peut-être une coïncidence, ou simplement, c'est peut-être moi qui l'ai voulu. Les heures miroirs sont des zones que j'appelais les zones négatives. Les heures miroirs, ce sont des zones que j'appelais les zones négatives, parce que les heures miroirs permettent de communiquer avec l'au-delà. Elles permettent de communiquer avec l'au-delà, elles permettent de communiquer avec un défunt. Ce sont des zones négatives, des zones zéro. C'est un peu comme dans les films d'horreur. C'est un peu comme dans les films d'horreur, dans les films de zombies, d'invasion. Il y a toujours le patient zéro, celui qui guérit tout le monde, le remède. Les heures miroirs, c'est pareil. C'est une sorte de portail, un passage. Elles permettent de communiquer avec l'au-delà, de voir au-dessus d'une autre porte, et de communiquer avec quelqu'un. Une heure miroir comme 4h04 ou comme 3h03 permet d'aller voir au-dessus. Ça permet d'aller voir à l'au-delà, s'il y a quelqu'un avec qui on veut communiquer. Ça permet d'aller voir au-dessus d'une autre porte. Car au final, la vie, ce n'est qu'une session de portes. La vie, ce n'est qu'une session de portes. Une légion de personnes qui passent une porte et puis une autre. Au final, on passe une porte et puis une autre. Et chaque fois qu'on en ouvre une autre, il y a chaque fois un peu de nous qui tombe. Et à la dernière porte, le dernier petit peu de nous qui tombe effondre à notre corps et on meurt. Les heures miroirs permettent à tout le monde de communiquer avec un défunt, une personne qu'on a connue, un proche, une personne qu'on a connue, quelqu'un qui est parti beaucoup trop tôt. Et cette session de porte qui est la vie, cette légion de personnes qu'on connaît, qui vit sur Terre, cette légion de personnes qui vit sur Terre a quelqu'un avec qui communiquer partout. Partout, on a quelqu'un avec qui on veut communiquer. Mais cette personne, elle est partout, partout à la fois. Elle est à 1h01, elle est à 2h02, elle est à 3h03, elle est à 4h04, elle est à 5h05, et elle est à 6h06. Elle est à 8h08, à 7h07. Elle est à toutes les heures miroirs. Elle vous attend à chaque porte. Elle n'attend qu'une seule chose, que vous ouvrirez. Elle n'attend qu'une seule chose, que vous
vous ouvrez cette porte, pour la rejoindre derrière. Et les heures miroirs sont des portails. Ce sont des miroirs autrement dit des portes. C'est comme un escalier. C'est comme un escalier qu'on doit monter, petit à petit, échelon par échelon. On le monte échelon par échelon. L'escalier, on le monte marche par marche. Une fois arrivé en haut de l'escalier, on peut serrer la main, prendre la main de la personne qu'on a perdue, la rejoindre pendant 1 minute à l'au-delà. À l'au-delà, dans l'au-delà, on la rejoint pendant 1 minute. Ensuite, on ferme la porte et on s'en va. 1 heure miroir, c'est ça. Pour me trouver durant la nuit, ouvrez la bonne heure miroir. Pour me trouver durant la nuit, ouvrez la bonne heure miroir. Parce que si vous ouvrez 1h01, je ne suis pas au paradis. Si vous ouvrez 2h02, je ne suis pas en enfer. Si vous ouvrez 3h03, je suis peut-être au purgatoire. Ouvrez la bonne heure miroir, vous me trouverez. Je suis peut-être derrière 1h01, peut-être derrière 3h03. Mais je ne suis surtout pas derrière 4h04. Ouvrez la bonne heure et ouvrez la porte. Ouvrez la bonne heure, la nuit, réveillez-vous. Serrez-moi la main. Entrez pendant 1 minute, repartez. Parce que je suis peut-être au purgatoire. Je purge ma peine et j'attends.